Merci à tous d'être là. J'ai souhaité faire ce point de presse en début d'année scolaire, lié à la politique culturelle de la ville et de l'agglomération, non pas pour trop amputer à l'ensemble des programmes que vous aurez l'occasion de détailler tout au cours de la vie culturelle et de l'année culturelle, mais plutôt pour donner les grands axes, les grandes orientations politiques que je souhaite pour la culture à la ville de Montpellier et à l'agglomération de Montpellier, future métropole. Je vous proposerai donc d'examiner le sujet en 4 points, en affirmant d'emblée que la culture doit rester l'un des piliers centraux de la politique de la ville et de la politique de la métropole. Fut un temps où la ville de Montpellier avait basé son projet urbain sur l'urbanisme et sur la culture. La culture doit rester l'un de ses piliers et devenir l'un des piliers centraux de la future métropole. Tout d'abord, elle doit rester, demeurer. Et nous devons y être attentifs. Lorsque je dis « nous », c'est Cédric de Saint-Jouan, adjoint au maire chargé de la culture à la ville de Montpellier, et Guy Barral, qui s'occupe des affaires occitanes, mais aussi beaucoup de culture à la ville et à l'agglo, et Bernard Travier, vice-président de l'agglomération de Montpellier, chargé de la politique culturelle. Nous devons être très attentifs à ce qu'elle reste, qu'elle demeure une culture populaire, de proximité et d'une excellente qualité. C'est pour cela que je vais égrener un certain nombre d'actions culturelles, d'événements, sur lesquels, pour certains, je vais m'attarder un peu, parce qu'il y a des explications à donner et des éclaircissements à apporter. Une culture populaire, c'est celle des ZAT, des zones artistiques temporaires, que nous allons reprendre et renforcer au rythme normal en 2015. La première ZAT se fera dans le quartier des Grisettes, sur l'ouest de la ville. Si vous regardez la carte des ZAT qui ont été réalisées, Antigone, Méric, Port-Marianne, Selle-Neuve, Les Arceaux, La Mosson, Boutonnet-Beaux-Arts, vous apercevrez que, et Malbosc, vous apercevrez que à l'ouest, il manque une ZAD qui n'a pas été faite et que nous allons faire au printemps. Je vous dirai tout à l'heure quel en sera le thème. Et vous verrez que cela correspond à une cohérence à l'intérieur de cette politique culturelle. L'Agora des savoirs, je passe rapidement. Comme chaque année. Et mieux chaque année. La politique en termes d'archives municipales. Projet que nous allons lier avec les archives de l'agglomération de Montpellier. C'est un projet que j'ai conduit dans le précédent mandat et qui verra l'acquisition par la ville des anciennes archives départementales du département de l'Hérault, avenue de Castelnau, qui recevront les archives
contemporaine de la mairie B, de la mairie de Montpellier, les archives historiques qui se trouvent au 5e étage de la médiathèque Émile Zola et qui recevront le nouveau service d'archives obligatoire depuis la loi Albanel de l'agglomération de Montpellier. Une salle d'exposition et un lieu dédié à la mémoire seront aussi créés dans le site des anciennes archives de l'avenue de Castelnau. Et la chapelle des Récollets sera débarrassée des documents qui s'y trouvent pour devenir une salle d'exposition, comme celle de Sainte-Anne, chose que j'ai promise à Madame Astesano, voilà 5 ans. Une deuxième salle d'exposition dans le quartier des Beaux-Arts, avec une volumétrie un peu moins importante que celle de Sainte-Anne, mais un contexte architectural tout aussi magnifique. Les médiathèques de l'agglomération et leur initiation au numérique, que nous avons déjà entamée et qui va aller en s'améliorant. Nous reverrons sur certains cas particuliers les heures d'ouverture et les mois d'ouverture, parce que les critiques que nous avons essuyées cet été étaient injustes. Cependant, quand on ferme les médiathèques l'été, c'est souvent pour faire des travaux. C'est ce que nous avons dit, mais certains ne l'ont pas compris, je profite de l'occasion pour rectifier le tir. Donc les médiathèques, elles seront ouvertes même l'été, mais de façon spasmodique, on ne va pas toutes les ouvrir. On en ouvrira certaines pour que la continuité en termes d'accès à la connaissance se fasse sur toute l'année. Les théâtres de la ville, de l'agglomération, devront continuer à travailler ensemble avec leurs directeurs pour la cohérence des programmations, des horaires, des saisons, des thématiques. Le théâtre Jean Villard, qui a vécu les inondations, sera restauré. Et je fais confiance à son directeur, M. Delplanque, pour y mettre tout son savoir-faire à cette restauration. Viendra s'ajouter la salle Louis Feuillade, sur le Grand Mail. La salle Louis Feuillade, Hélène Mandrou voulait en faire une salle donnée à une association Musique sans frontières, de M. Féti Tabé. Je suis en train d'annuler la délibération auprès du préfet. Il faut du service public et de la culture sur le Grand Mail, à la Paillade. C'est une des clés importantes pour que l'ensemble des prérogatives de l'État en matière d'ANRU soient reconduites pour la reconfiguration urbaine du quartier. J'ai passé un accord avec l'ANRU Paris. Nous récupérerons dans le patrimoine de la ville la gestion de la salle Louis Feuillade, salle de cinéma, qui abrite également des associations sur le Grand Mail. Et elle fera partie de la reconfiguration urbaine de l'entrée de la Paillade, à côté de l'ancien McDo. Toute cette place sera reconfigurée de façon urbanistique, mais aussi dans ses usages. Les cinémas, avec Nestor Burma, qui reste le cinéma municipal, et qui est complété par le bureau de l'accueil des tournages, en partenariat avec la région Languedoc-Roussillon, et qui fera l'objet de toute notre attention, parce que j'ai conscience que le tournage des films de plus en plus intéresse les cinéastes et que notre région devient la deuxième PACA en termes de valorisation des paysages et devient une terra incognita pour les cinéastes. Et tout ce tissu-là a besoin d'être conforté, aidé. Et je ne suis pas défavorable
au fait que nous envisagions sur la friche de l'EAI de réfléchir à une implantation à condition qu'elle réponde aux critères d'urbanisme et qu'elle ne représente pas un déficit futur pour la ville. Faire mieux avec moins. Le musée Fabre et ses magnifiques expositions qui s'adressent à tous les habitants de l'agglo, mais aussi de la région, qui ont un éclairage, qui donnent à la ville un éclairage national. Le conservatoire avec Bernard Travier. Alors je vais répondre à la question du directeur de l'hôpital. Je vais vous resituer le contexte et puis je vais y répondre. La friche de l'ancienne maternité avenue Grasset, c'est un site exceptionnel qui est accepté et même cautionné par les associations, vous avez lu la presse comme moi, mais aussi par les riverains et par tous les Montpelliérains. Nous n'avons que des félicitations sur ce choix. Et l'hôpital nous dit, nous ne connaissons pas la valeur du bien. Mais c'est facile, pour connaître la valeur d'un bien, il suffit de faire une estimation des domaines. Donc j'ai demandé au directeur de l'hôpital de faire une estimation des domaines il y a 2 mois, dans mon bureau, avec Madame Aoustin. J'aime bien Monsieur Domy, mais je n'oublie pas qu'il était présent à côté de Monsieur Bourquin, lorsque Monsieur Bourquin a indiqué qu'il était contre la réforme territoriale. Ce n'est pas le rôle d'un directeur du CHU de faire de la politique. Et je lui demande de me fournir le rapport des domaines qui indique le prix. Je ne souhaite pas utiliser le droit de préemption renforcé de la ville sur tout son territoire. Entre collectivités, entre un hôpital et la ville-centre, on doit se parler et négocier avant de jouer à cache-cache. Excusez-moi, c'était quand cette réunion avec Bourquin et Domy? C'était à quelle occasion? De la discussion sur la réforme territoriale. C'était spécifiquement sur ce sujet-là? Oui, au conseil régional. Voilà, je le dis sans acrimonie et sans méchanceté. Mais il faut que chacun court dans son couloir. Chacun court dans son couloir. Et les moutons seront bien gardés à la sortie. Moi, ce que je veux, c'est que, si c'est possible, techniquement, et je crois que cela fonctionne bien, le conservatoire pourrait posséder un écrin magnifique, avec un parc, avec la possibilité d'avoir une trame architecturale, une desserte par le tramway, qui est à proximité des universités, qui est magnifique. C'est d'intérêt général. L'Opéra Orchestre National. J'en ai déjà parlé. Tout le monde a parlé. Et je dois rencontrer M. Alary dans les heures qui arrivent. La région a versé sa subvention? Je dois rencontrer M. Alary dans les heures qui suivent. Ah, mais c'est à la région qu'il faut poser la question, Mme Hernandez, c'est pas à moi. Nous, l'agglomération, nous avons tout versé. Et nous avons versé la subvention pour apurer la dette. Donc moi, je ne réponds pas à la place de la région. Je ne suis pas président de la région. La région dit que si l'agglo avait fait ce qu'elle devait faire, elle aurait versé. Alors, vous communiquez de la région, c'est élu, j'imagine. Nous avons versé les fonds pour apurer la dette. Et nous avons versé toute la subvention à l'orchestre. Mais c'est pas tout. Ah si. Ah si. Non, ils sont d'accord, mais ils disent que l'agglo n'a pas fait ce qu'elle devait faire, notamment un dernier CA, enfin, elle a reporté le dernier CA, je pense. Mais c'est pas l'agglo qui reporte le CA. C'est le président de l'association d'orchestre. C'est pas l'agglo. L'agglo, elle a payé. Et elle a voté. Mais vous voulez le faire, le PCC, ou pas? Mais moi, je ne suis pas opposé fondamentalement à l'EPCC.
Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une réforme de l'orchestre, qui rende l'orchestre viable. J'ai 4 rapports à ce jour. Le rapport de la Cour des comptes, le rapport du ministère de la Culture, le premier audit des services. Et j'ai les grandes orientations du rapport de l'audit que j'ai demandé à mon début de mandat. J'ai les grandes orientations qui confirment les 3 rapports précédents. Je dis, si l'orchestre veut survivre, il faut qu'il se réforme. Parce qu'en l'état, il n'est pas viable. Voilà. Voilà, moi je dis que ça. Après, moi je ne suis pas chargé de faire la réforme. Je suis ni administratif, ni directeur de l'orchestre, ni membre du ministère de la Culture, ni commissaire au ministère de la Culture. Moi je dis ce qu'il faut faire. Moi je fais de la politique. Mais les syndicats, ils parlent à nouveau d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de suppression des chœurs. Est-ce que c'est des fantasmes ou est-ce que vous devrez faire une réduction d'effectifs importante? Je dis la chose suivante. En l'état, l'orchestre n'est pas viable. Il faut qu'il se réforme de l'intérieur. Et moi, je veux sauver l'orchestre. Parce que c'est un pilier important de la culture à Montpellier et en région. Donc si on veut sauver l'orchestre, il faut qu'il se réforme. Et il faut que cette réforme, elle parte de l'intérieur de l'orchestre. Voilà. Après, il y en a qui sont chargés d'organiser la réforme. Moi, je ne suis pas chargé. Hein. Mais avant, il était bien, qu'est-ce qui a changé? Mais il y a des rapports. Un rapport de la Chambre des comptes, un rapport du ministère de la Culture et 2 audits. Ça, c'est pas ça. Qu'est-ce qui a changé? Avant, il était bien, aujourd'hui, il est bien. Parce que les frais augmentent de façon exponentielle. Le coût de l'orchestre augmente de façon exponentielle. Vous voyez bien ce qui se passe dans d'autres villes. Les villes autres réforment. Certaines villes même ont complètement arrêté l'orchestre, comme Rome et Barcelone. Donc voilà, moi mon but c'est pas d'arrêter l'orchestre, au contraire, c'est de le sauver. Mais pour le sauver, il faut qu'il se réforme. Mais c'est vague. C'est vague. Oui, c'est vague. Yes. C'est vague. Mais moi je fais de la politique. Je vous dis ce qu'il faut faire. Après, c'est pas à moi de le mettre en musique. Hein. Si j'ose dire. Le Rock Store, continuons dans la musique, continuera à être soutenu par la ville, parce que c'est la seule salle de rock qui est dans un centre-ville, en France. Mais bon, il faudra en parler. Sur les programmations. Et sur le coût. Je les remercie d'avoir hébergé Tohu Bohu, qui ne pouvait plus être sur la petite place Dionysos. Donc à Tohu Bohu, je proposerai une autre place en milieu ouvert cette année. Et je vais même vous dire laquelle. Puisqu'on dit que je n'aime pas la techno, hein, eh bien je leur proposerai la place Georges Frêche devant la mairie. C'est pas beau ça? Vous n'avez pas parlé du Pérou? Le Pérou, je vais vous dire, j'ai beaucoup de scrupules pour le Pérou parce que le revêtement en terre battue, à la chaux, il souffre beaucoup si en plus on multiplie les événements. En plus, il y a beaucoup d'habitations. Là, on sera pas mal. Place Georges Frêche. Et ça donnera une animation sur le parvis pour tous les commerçants. Je trouve que c'est bien. En plus, cette place, elle doit être dédiée à l'art et à la culture. C'est peut-être pas forcément l'animation que les commerçants souhaitent. Les commerçants, ils souhaitent qu'il y ait des clients. Je les ai réunis samedi matin. Mais je vais y venir tout à l'heure. Mais les organisateurs sont d'accord, c'est quelque chose. Je propose, après les organisateurs, ils disposent. Ils veulent une place ouverte. Je leur propose une très belle place ouverte. Elle est mieux que Dionysos quand même. Ensuite, la culture dans les quartiers. Parce que on ne doit pas, il ne faut pas qu'il y ait une feuille de papier à cigarette entre les grands festivals
et les événements majeurs de la ville, et toute la vie culturelle des quartiers, des maisons pour tous, du tissu associatif. Et donc nous allons dédier certaines maisons pour tous à des domaines culturels particuliers. Je vais y venir tout à l'heure. Deuxième axe de réflexion sur la culture. Montpellier, c'est la culture de la Méditerranée. Le nom de la métropole l'indique. Montpellier, Méditerranée, métropole. La comédie du livre, cette année, sera dédiée à aux littératures ibériques. Espagne, Portugal. Et à terme, la comédie du livre reviendra comme initialement compétence de la métropole, dans le réseau des bibliothèques, dans toute la politique de lecture publique qui s'applique sur les 31 communes de l'agglomération. Ça change quoi pour la manifestation elle-même? Pas grand-chose. Pas grand-chose, si ce n'est l'application sur un territoire plus large, avec des thématiques en faisant participer. J'essaie toujours de faire mieux avec moi. Tout ça, il y a toujours un petit voyant rouge qui s'allume. Parce que c'est de l'argent public. Ensuite, nous allons refondre Cinémed. C'est un beau festival de cinéma qui vient en complémentarité avec Nestor Burma, avec l'accueil des tournages, avec le AI si on y installe une grande officine cinématographique. Mais nous allons refondre Cinémed. Ça veut dire qu'on va refondre la gouvernance de Cinémed, pas le festival, la gouvernance. Et nous continuerons à travailler avec Cinémed autour de la Méditerranée, comme son nom l'indique. Ensuite, nous allons... Ça veut dire le départ de Jean-François Bourgeot? Ça veut dire que nous allons changer la gouvernance. Ensuite, nous allons renforcer les jumelages avec les villes de la Méditerranée et avec Palerme, qui sera la première ville qui sera jumelée avec la métropole. J'ai réactivé le jumelage avec Barcelone, avec Bernard Travier. Et nous allons continuer sur l'activation culturelle de tous les jumelages que nous avons autour de la Méditerranée. Parce que c'est la deuxième zone à laquelle la métropole s'adresse. D'abord, le territoire de la grande région. Ensuite, le territoire du pays et de l'Europe. Et puis, la Méditerranée, qui est son jardin naturel. Nous allons illustrer les civilisations de la Méditerranée par la mise en réseau des sites archéologiques. Le site de Latara, à Latte. Mais aussi le futur grand site de l'agglomération de Murviel et Montpellier, le Castellas, pour lequel nous allons acheter la cave coopérative de Murviel, pour y faire, à terme, un deuxième musée comme celui de Latte, un au sud, un au nord de l'agglomération, pour entreposer les richesses du site de Murviel et sa belle fontaine romaine. La villa de Loupian, le site d'Ambrossum, le Mikvé que nous avons jumelé avec Bernard Travier, avec celui de Gérone et son maire, dernièrement. Et toute l'histoire médiévale et historique de la Méditerranée et des villes de la Méditerranée. Nous allons bâtir dans la future agglomération, future métropole, et j'ai écrit à Fleur Pellerin pour le faire, un territoire d'art et d'histoire, dans lequel certains sites
pourront se voir classés à l'UNESCO. Nous ferons les demandes. Et puis, ce site est riche d'églises médiévales, romanes. Je vous conseille de lire le rapport de Oudot de Dainville aux archives départementales de l'Hérault, ancien conservateur des archives, qui a démontré que dans l'Hérault, il y avait un style roman particulier, unique dans le monde. Les petites églises, avec une abside ronde, avec des dents d'engrenage sous la génoise des toits, avec le cintre parfait roman pour l'entrée de l'église. 12e siècle, Pierre de Montlort, évêque de Maguelone, qui les a faites construire. Beaucoup de communes de l'agglomération sont pourvues d'une église. Certaines sont classées, comme celle de Castelnau-le-Lez, d'autres ne le sont pas. Mais un grand patrimoine à mettre en évidence. Et à souligner par les actions touristiques. C'est pour cela que le tourisme aussi passera à la métropole. Premier point, une culture de proximité, populaire et d'excellente qualité. Deuxième point, Montpellier, la culture de la Méditerranée. Et troisième point, les deux grandes orientations que je souhaite voir appuyées dans les 6 ans du mandat. L'une qui nous arrive de l'histoire de Montpellier, la danse, et l'autre qui est à créer, l'art contemporain. Ce sont les deux axes majeurs. L'art contemporain et la jeune création. C'est d'abord le musée de la France en Algérie qui a été arrêté pour y être substitué le futur centre d'art contemporain qui sera inauguré en 2018. Et oui, 2017-2018, il faut le temps. Dans ce centre, nous ferons appel à ceux qui existent et ceux qui mériteraient d'exister. Ceux qui existent, le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain de la région Languedoc-Roussillon, trop à l'étroit dans la rue Rambaud. Et puis la convention avec Beaubourg, que j'ai demandé à Bernard Travier de réanimer. Et avec l'appui du ministère de la Culture. Les collections du musée de la France en Algérie sont en train, et c'est Bernard Travier qui s'occupe de la transaction aussi, d'être reprises par le MUSEM à Marseille. Merci à Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, qui est à l'origine de cette transaction. Le FRAC, ça veut dire qu'il y a déjà un accord avec la région là-dessus? Ça veut dire qu'il y a un courrier de la région qui m'a signalé qu'elle était prête à en discuter. Sous l'ancienne mandature, celle de M. Bourquin. Ensuite, il faut modifier l'orientation du bateau Panacée, consacré aux arts numériques, aux nouvelles écritures. Très bien. Mais il faut aussi qu'elle ait un rôle social dans la ville, qu'elle puisse abriter de grandes expositions. Et c'est ce que nous allons faire cette année avec Cédric de Saint-Jouan. À la fois sur le salon du dessin contemporain et aussi sur les boutographies. C'est un lieu magnifique qui sera souligné dans son architecture par ces deux grandes expositions sur l'art contemporain. Le pavillon populaire et la photo continuent plus que jamais. Seule ville, après Paris, à avoir cette institution. La salle Dominique Bagoué, que nous avons ouverte avec Madame Astésano il y a 2 ans,
sur l'esplanade sera consacrée, non, l'expo qu'il y a sur les Carliers, là, c'est bien, mais bon, ça pourrait être mieux. Je m'arrête là. Je dis pas. C'est pas fait pour ça. Bagoué, c'est pas fait pour ça. Bagoué, c'est fait pour honorer les peintres locaux régionaux, anciens et contemporains, les peintres et les plasticiens. On a eu Camille Descossi, ancien directeur de l'école des Beaux-Arts de Montpellier, qui n'avait jamais eu une exposition à Montpellier. Nous avons réparé les fractures de l'histoire, pour lui et pour bien d'autres, André Castagnier et bien d'autres. Nous allons poursuivre cela, mais nous allons y intégrer des auteurs, des plasticiens, des peintres actuels, qui peignent partout dans le monde, sauf à Montpellier, alors qu'ils y habitent. Patrice Palacio, José Sobella, ne me dites pas. Jean-Paul Bocage et Mohamed Lecléty. Mais ils sont au courant ou pas? Ah oui. Ah oui, c'est moi qui l'ai négocié il y a 2 ans. Ah oui. Patrice Palacio, qui a son atelier du côté de Gambetta, dont l'épouse est potier de terre, et qui a été contacté par la Biennale de Venise. José Sobella, catalan, qui est enseignant à l'école des Beaux-Arts. Mohamed Lecléty, qui a beaucoup exposé au Carré d'Art à Nîmes. Et pour cause. Et Jean-Paul Bocage, je ne vous le présente pas. Tout le monde le connaît à Montpellier. Voilà le but de Bagoué. Il faut remettre Bagoué sur les rails, sur ce pourquoi elle a été composée. Et mettre en réseau toutes les salles d'exposition de Montpellier. Sainte-Anne et sa vocation que j'ai définitivement tournée il y a 3 ans vers l'art contemporain avec la belle exposition d'Irosa. Et puis chez Henri Ciotat l'été dernier. Ça va continuer avec Cédric de Saint-Jouan sur cette voie. Et Saint-Ravi qui continuera à faire montre de la jeune création, des étudiants, des passionnés, des peintres et des plasticiens, pas que des peintres, des photographes, des sculpteurs. Tout cela en réseau, avec les galeries d'art contemporain de Montpellier que nous continuons à soutenir financièrement, avec les artistes locaux qui ne sont pas assez associés aujourd'hui. Et je compte sur la panacée pour le faire. Et je compte aussi sur le futur centre d'art contemporain pour le faire. L'émulsion sur l'art contemporain existe à Montpellier. Il faut maintenant la canaliser et lui donner des lieux. La panacée d'abord qui existe déjà, mais surtout le centre d'art contemporain. Vous conservez la gouvernance de la panacée? Il faut que j'en discute. Il faut que j'en parle. C'est pas dans ma priorité immédiate. C'est pas comme s'il est bête. Et pour le centre d'art contemporain, vous n'évoquez pas les collections de musée Fabre? Si, je ne l'ai pas dit, mais oui. Monsieur Gavalda, vous avez raison. C'est bien la voix de Monsieur Gavalda. Oui. Vous avez raison. Les collections du musée Fabre, bien sûr, puisque c'est le binôme. Je ne suis pas rentré dans le détail pour tout, je m'en excuse pour le musée Fabre, j'aurais dû le faire. Mais c'est Michel Hiller et Numa Ambursin
qui conduiront les premières actions pour la constitution de ce musée, qui verra un conservateur spécifique sur l'art contemporain désigné en partenariat entre MAPOM et le ministre de la Culture. Et les prêts des collections, bien sûr, toutes ces salles travaillent en réseau, tous ces lieux doivent travailler en réseau, bien sûr. Et puisqu'on y est, Pierre Soulages, là, Attendez. Attendez, je vais y venir. Mais vous parlez parfois de musée d'art contemporain. Non, centre d'art, centre d'art. Ah, voilà, d'accord. Centre d'art. C'est un centre d'art contemporain. Donc pas de collection. Pas de collection. Sauf au cas par cas, pour la photo, ou si nous avons un certain nombre d'œuvres qui sont dans nos soutes, parce que nous les avons acquises, on peut faire une rétrospective, un truc comme ça, mais pas de collection. C'est un centre d'art. Est-ce que les mouvements régionaux, comme les grands mouvements régionaux comme Support Surface et Figuration Libre, Oui. ont une place importante ou pas? Ah, magnifique, une magnifique place. Vous l'avez vu avec Viala sur le musée Fabre. Je ne suis pas pour rien dans l'exposition Viala, puisque vous savez que j'ai d'excellents rapports avec Michel Hilaire et que j'ai toujours loué son détachement de la problématique politique pendant toutes les élections. Il a été d'une correction exemplaire. Donc ensuite, il y aura un recrutement pour un conservateur. Oui, oui. Spécialiste d'art contemporain. Et un centre d'art n'a pas besoin de conservateur. Je comprends pas bien, là. Si, il y aura un conservateur. Si, il y aura un conservateur. Il y a des expos permanentes, il y a un tas de trucs. Mais le centre sera rattaché au musée Fabre. Non, à l'agglomération, à la métropole. Non, il ne fera pas partie du musée Fabre, c'est deux choses différentes. Et le projet de musée d'art sacré, ça avait ce genre de ça. Oui, ça, c'est pas que je suis contre le sacré, au contraire. J'aime beaucoup le sacré. J'aime beaucoup le sucré aussi. Alors, vous voulez que je vous parle de ça? Mais ça me... Écoutez, je finis mon exposé, monsieur Gavalda, et je reprends le sacré, parce que le sacré, ça mérite une conférence de presse à lui tout seul. Juste une chose, qu'est devenue l'ancienne conservatrice du musée de la Chivie? On lui a fait des propositions qui lui conviennent et nous l'avons conservé, si j'ose dire, dans un emploi qu'elle a accepté avec nous à l'agglomération. Donc je vous répondrai sur le sacré tout à l'heure, monsieur Gavalda, c'est important le sacré. Je le marque. Donc les artistes locaux, cette émulsion sur l'art contemporain qui existe déjà. Et puis le travail en partenariat avec l'École nationale des beaux-arts de l'agglomération de Montpellier, pour lequel j'ai conservé la présidente, Madame Chaz, qui a été vice-présidente de l'agglo chargée de la culture. Et il faudra travailler aussi avec les universités, qui ont des sections d'art, des sections artistiques, des sections culturelles, le musée des moulages de l'université Paul Valéry, le futur musée de Montpellier 2. Tout ce, voilà, il faut mettre en réseau tout ça parce qu'on a une ville exceptionnelle et il faut qu'elle s'oriente maintenant vers l'art contemporain. C'est l'heure. D'autres villes l'ont déjà fait il y a longtemps. Mais pour nous, c'est l'heure. Vous savez, il y a d'autres qui sont passés en métropole il y a 10 ans. Et nous, c'est maintenant. On a un peu de retard à l'allumage. Mais on va rattraper tout ça. Ça, c'est le premier axe, l'art contemporain. Le deuxième axe, c'est la danse. J'ai demandé à M. Montanari, Jean-Paul, d'être le maître d'œuvre de la prochaine ZAT sur les grisettes. Et il a accepté. Et je l'en remercie. Il y a plus populaire quand même. Il faut que la danse aille dans la rue. Avec la ZAT, nous répondrons à la question. Donc ça veut dire que la gouvernance de la ZAT change aussi. La gouvernance des ZAT devient itinérante.
Elle changera à chaque... Elle est modulable en fonction des quartiers et des thématiques. Donc c'est fini pour Pascal Lebrun-Cordier Oui. à Montpellier. Oui. Nous allons, lorsque j'ai créé les plans avec l'architecte Nicolas Michelin de la ZAC République, j'ai demandé à concevoir les espaces publics en présence de Mathilde Monnier. Bon, elle était dernière sur la liste du jour, mais c'est pas grave. C'est quand même une grande artiste. Parce que je voulais que l'espace public puisse accueillir la danse dans la rue. Eh bien, on va le faire. On va faire sortir la danse du quorum et du centre chorégraphique pour la partager avec tous les Montpelliérains, avec toutes les écoles de danse, avec les amateurs, les maisons pour tous, avec le projet que nous avons sur la place Georges Frêche, de créer un événement tous les samedis autour de la danse. Un événement permanent toute l'année. Sauf l'été, il fait trop chaud. Et sur la gouvernance de la danse, donc, est-ce qu'il y aura des changements là aussi? Jean-Paul Montanari, vous l'avez un tout petit peu poussé. J'ai dit que M. Montanari devait songer à sa succession. Alors vous en dites tout? Ben, je dis la même chose aujourd'hui, mais ça ne m'empêche pas. Mais c'est vrai ce que je dis. Tout le monde doit se songer à sa succession. Moi, j'y pense déjà. Lui, il ne change pas vraiment, aussi. Ah, mais il fait ce qu'il veut. Moi, je dis pas ce qu'il doit faire. Je lui dis pas faites ci, faites ça. Je lui dis qu'on doit y penser, c'est tout. Parce que c'est normal. Parce que toutes les institutions doivent y penser en permanence. Mais il fait un travail remarquable à la tête de Montpellier Danse. Et d'ailleurs, il l'a senti lui aussi en mettant le hip-hop l'an passé comme thématique majeure et thématique majeure de son festival. Et je l'ai partagé. Et je consacrerai la maison Mélina Mercouri sur le 4e canton, qui est devenu le 3e, à la danse et au hip-hop, comme je m'y suis engagé, avec tous les jeunes de la breakdance des quartiers. Excusez-moi, il n'y a pas déjà la maison pour tout genre de centre qui est dédiée à la danse, et notamment au hip-hop? Ce sera la maison Mercouri, parce que pour cette partie de la ville, que ça se fasse dans une autre maison pour tous, très bien, mais là, sur cette partie de la ville, il y a une scène qui est très adaptée sur Mélina Mercouri et qui convient bien aux danseurs de hip-hop. Oui, oui. On va mettre de la danse partout. On mettra du tango argentin aussi. Il n'y a pas que le hip-hop, il y a le tango argentin. Il y a la salsa, il y a plein de danses. Et on fera ça avec les écoles de danse, avec avec le centre chorégraphique, avec les amateurs, les professionnels, le samedi après-midi, sur la place Georges Frêche. C'est pour ça que Tohu Bohu aussi a sa place. Sur la danse, la semaine prochaine, il y a donc le futur directeur du centre chorégraphique devrait être nommé. On dit souvent que ce futur directeur pourrait constituer une direction qui engloberait l'ensemble de la danse, qui serait fusionnée à la fois centre chorégraphique, Montpellier Danse, saison et festival. Est-ce que c'est dans vos intentions? Non. 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 Il a été recruté. Il est recruté, Bernard. Non? Vous êtes en train de le recruter? Une shortlist 3. Ah, il vous en reste 3 sur la shortlist. D'accord. Boris Charnat et Rizzo. D'accord. Donc il est en train d'être recruté. Mais non, c'est pas mon idée. Pas séparé. Ça, bien sûr. Et sur la gestion et l'occupation de l'Agora, alors? Il n'y a rien qui change, pour l'instant. On verra ça après. Sur Montpellier, lorsque le conservatoire de la place Sainte-Anne quittera ses locaux, qui ont eu des avis défavorables de commission de sécurité, c'est pour ça qu'il faut se hâter sur l'affaire de la maternité Grasset. On récupérera les locaux et on en fera une maison pour tous pour le centre-ville, qui est demandée depuis des lustres par tous les habitants et les associations. Et il y aura sur le petit coin de Sainte-Anne, avec l'escalier, un bureau de police municipale, demandé par les habitants. Je m'y suis engagé.
Mais il faut que le conservatoire, préalablement, prenne sa place dans les locaux de la maternité Grasset. Mais pour le coup, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de, j'allais dire, mutualiser les propositions? C'est-à-dire que sous l'impulsion de MeToo, on se rendait compte que les comédiens étaient à la fois comédiens, mais aussi chanteurs, aussi un peu musiciens. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup pour le coup de... C'est ce qui a été demandé à tous les candidats. Mais pas pour autant faire un conservatoire unique au même endroit. C'est-à-dire un endroit où, à l'américaine un peu, quoi. Non mais attendez, là moi je suis entré dans la gestion des deniers publics. Hein. Je ne peux pas répéter 15 sites sur la ville. Je rassemble tout sur le site de la maternité, c'est visible. C'est accessible et c'est un très beau site. Tout, c'est-à-dire la musique aussi? Le conservatoire. Le conservatoire. Enfin, dernier point. Donc 2 axes. L'art contemporain et la danse. Et je termine sur Jean-Paul Montanari. Avec Jean-Paul Montanari, on a d'excellentes relations. Mais ça n'empêche pas que pour un grand festival et pour le grand monsieur qu'il est, chacun doit penser à la suite. Ça me paraît logique. Dernier point. Excusez-moi, monsieur le maire. On dit que ces indemnités étaient tellement importantes que ça aurait pu être décourageant pour vous. Vous savez, celle de René Coering était bien pire. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Moi, je ne suis pas là. Moi, vous savez, quand les gens gagnent de l'argent, je suis content pour eux. Hein. Je ne suis pas jaloux. Évidemment, quand c'est trop d'argent public, ça crée des problèmes. Mais dans le cas précis, c'est pas ça le problème. Pas ça. Jean-Paul Montanari a fait un très beau festival. La danse, Montpellier est reconnu dans le monde entier pour la danse. Ce que je veux, moi, c'est que la danse, elle sorte de ses murs. Et elle devienne populaire. Pour suivre le premier axe de ma démonstration. Une culture populaire et d'excellente qualité, en proximité avec les citoyens. Dernier point, il faut envisager pour la politique culturelle de l'agglomération et de la future métropole des partenariats, des coopérations. J'en ai parlé pour les villes de la Méditerranée, mais il faut aussi en parler pour les villes de la région, pour les villes du grand pôle métropolitain. Lorsque le musée Fabre fait une exposition sur Caravage, on peut très bien la faire des expositions parallèles et concomitantes. Et nous l'avons fait avec Madame Astezano, avec Sète, à plusieurs reprises. Et avec Palavas sur Albert Dubout, et avec Sète sur Manuel Ocampo et sur Di Rosa. Et avec Di Rosa. Mais on peut entrevoir le travail en cohérence et en réseau avec le MIAM à Sète, avec le Carré d'Art à Nîmes, avec Sérignan sur son musée d'art contemporain magnifique, Buren, avec Céré, avec le musée fleuri de l'Odève. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Faire mieux avec moins, c'est aussi cela. C'est proposer un territoire de culture plus grand, pour le plus grand nombre. Et avec des partenariats, sans être obligé de fusionner les agglomérations ou les villes. On peut travailler en partenariat. Il suffit que ce soit discuté, travaillé avant. Au cours des réunions auxquelles se soumettront les différents, auxquelles participeront les différents présidents d'agglomération lorsque le pôle métropolitain sera construit. C'est à cela que ça sert, à mettre les gens en relation, pour pouvoir créer des synergies, des partenariats. Nous sommes dans une situation difficile. Sur la culture, nous ne reculons pas. Nous avançons, mais nous avançons intelligemment, en mettant les moyens à disposition du plus grand nombre. Et ainsi, nous pourrons continuer à faire de ce territoire
un territoire où la qualité de vie, où ressemblera à son illustre passé, celui des troubadours, celui de Bernard de Ventadour, celui de Guillaume d'Orange, celui des cours d'amour. C'est notre personnalité, c'est notre identité. C'est pour ça que la culture est importante au bord de la Méditerranée, parce qu'elle s'ancre dans un ancien passé et qu'elle est naturelle. Est-ce que les budgets sont maintenus pour 2015? Oui. À la ville comme à l'agglo? À la ville comme à l'agglo, il y aura... Bon, je ne sais rien, je suis incapable de vous dire, c'est marqué dans le budget de la ville. Madame Estezano est là, elle vous dira tout ça. Et monsieur Marc Daniel est là aussi, ils vous diront tout ça. Mais on ne recule pas sur les budgets. Mais on réoriente, on réorganise, on harmonise, on met en cohérence pour que le plus grand nombre de nos concitoyens puissent en bénéficier. Est-ce que la ZAT reste sur 2 éditions par an? Oui. Une édition plutôt sur les parcs, comme on fait d'habitude. Les grisettes à ce propos sont bien dotées. Et puis une organisation plus urbaine, plus de faubourg, que nous n'avons pas encore décidé. Est-ce que son orientation artistique changera à chaque nouveau maître d'œuvre? Oui. Oui. Celle-ci, la prochaine sera chorégraphique. Celle-ci sera la danse. Mais la danse, pour moi, elle sera le fil rouge de toutes les ZAT. Parce que je le dis une fois de plus, à Lyon, sur la place Bellecour, la danse. À Buenos Aires, la danse. Et dans toutes les villes du monde, les grandes villes, la danse. Il faut que Montpellier sorte de l'agora de la danse et sorte du centre chorégraphique pour aller dans la rue. J'en avais discuté très précisément avec Mathilde Monnier. Et elle était absolument d'accord avec ça. Et Jean-Paul Montanari m'a donné son accord. Et je l'en remercie. Voilà. Pour les entrepôts Vergne, vous avez des projets? Alors, pour la friche de Mimi, lorsque j'étais adjoint à l'urbanisme, j'ai dessiné autour de l'îlot Vergne ce qu'on appelle un périmètre d'études, qui est le premier acte d'urbanisme conservateur, ou conservatoire, vous voulez, conservatoire. Lorsqu'on fait un périmètre d'études, la ville a le droit de statuer, de surseoir à statuer sur les permis de construire. Cela veut dire qu'on est en capacité de bloquer tous les permis de construire. Par incidence, les programmes qui seront... Parce que ça ne nous appartient pas, hein, l'îlot. Ça appartient à des privés, à la famille Verne et à ses héritiers. Ils sont propriétaires. S'ils vendent à des promoteurs, ils seront obligés de discuter avec la ville, je parle des promoteurs, et là nous serons en capacité de leur demander des mètres carrés culturels, puisque le périmètre d'études autour de l'îlot Vergne est un périmètre d'études culturelles, lié à la culture. On a une protection du lieu à cause de la culture, enfin, grâce à la culture, selon du côté où on se place. Cela permettra d'intervenir sur les permis de construire et de garder une présence culturelle forte dans ce lieu. Parce que, outre la friche de Mimi, outre le théâtre, outre les radios associatives, outre le milieu occitan, qui est très présent, on a là un lieu de culture très populaire qu'il convient de conserver dans les anciens ateliers de la menuiserie Vergne. Pour cela que j'ai mis un périmètre d'études qui nous permet à nous, ville, de pouvoir contrôler l'avenir du site en termes d'urbanisme et de mètres carrés dédiés. Il me semble qu'il y a un autre local dont vous ne parlez pas, et on parle beaucoup de la danse, mais il y a aussi le théâtre. Pas grande nouveauté dans ce que j'entends. Si, la nouveauté, je vais vous l'indiquer. Je peux poser ma question? Bien sûr. Il manque cruellement, je pense, un lieu pour la création locale des artistes d'ici en théâtre.
Je vois arriver au CDN quelqu'un pour l'international, etc. Mais je trouve que les metteurs en scène, les comédiens de talent que nous avons ici, beaucoup de jeunes aussi qui sortent du conservatoire, manquent d'un lieu de travail et de représentation. C'est pour ça que je voulais vous parler du Théâtre du Hangar, qui est un lieu qui serait parfait pour accueillir ce type de politique culturelle et qui, depuis 3 ans, ne sert à rien. Donc, avez-vous l'intention d'en faire un lieu particulier? Oui, sur le théâtre, il faut que l'ensemble des théâtres travaillent en réseau et en partenariat. Ça a déjà commencé puisque les directeurs des théâtres ont édité ensemble un guide, une sorte d'agenda annuel de la programmation sur tous les théâtres. Alors, le théâtre du Hangar, la Vignette. Mais le théâtre du Hangar ne marche pas. Non mais je le sais, laissez-moi finir mon raisonnement. Théâtre du Hangar, la Vignette, le Chai du Terral, le théâtre Béranger de Frédol, à Villeneuve, le théâtre Jean Villard, à Montpellier, le théâtre Jacques Coeur. Moi j'ai demandé à ce que la programmation des théâtres de l'agglomération de Montpellier se fasse aussi en relation avec le théâtre de Sète. Parce que en TER, on est en 10 minutes à Sète. Et il faudrait pas que... Excusez-moi, on ne peut pas rentrer le soir. Je suis usagée du TER. Si le spectacle commence à 20h30, on dort. Il n'y a pas de tram, il n'y a pas de TER. Non mais, écoutez, de toute façon, Sète, c'est... Vous avez bien fait de me le signaler, mais 7, c'est quand même, disons, un quart d'heure, 20 minutes en voiture. Quand il n'y a pas trop de circulation. Donc à 20 minutes, c'est moins que pour traverser la ville quand on va à Jean Villard, à la Mosson. Donc il faut que la programmation de 7 puisse être instruite de l'ensemble des programmations des théâtres de l'agglomération. Je crois que c'est intelligent. Ensuite, pour ce qui est du théâtre du Hangar. Moi, le dossier, à l'agglomération, je ne m'en suis pas occupé pour l'instant. Je vais voir ce qui se passe. Moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Il faut voir combien ça coûte. Il y a eu un concours. Il y a eu un concours pour recruter un maître d'œuvre. Et on en est là. Il y a des travaux à faire. Et la mise en sécurité. Donc, on va regarder ça. Je sais que quand M. Biolès est parti, il y a eu un certain nombre de dégradations qui avaient été commises. Donc maintenant, il faut restaurer un peu le théâtre. On en est là. Voilà. Mais ma religion n'est pas faite là-dessus. Vous avez bien fait de me le dire. J'espère que vous penserez aux jeunes créateurs. Oui, non, mais le théâtre, c'est important parce que c'est... je dirais, c'est comme la poésie un peu. C'est une façon de dire le monde qui passe avec recul. Et avec humour, être caustique un peu de temps en temps et réveiller les consciences. Pour moi, le théâtre, c'est ça. Il y a eu un débat au conseil municipal sur Rodrigo Garcia. Ouais. Vous ne vous êtes pas exprimé personnellement? Si. Non. Mais si. J'ai répondu largement au Front National. C'est marqué dans la Gazette. Justement. Vos adjoints se sont exprimés sur des sensibilités différentes. Et en gros, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, ça me va très bien. J'ai rien contre Rodrigo Garcia. Je l'ai dit. Le fait de transgresser les images et les codes d'une société, moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. J'ai vu bien pire sur les vases étrusques de la société d'archéologie du 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est la partouze intégrale. Sur les sièges, pas sur les sièges, sur les vases. Sur les vases en poterie rouge et noire de la Société d'archéologie de Montpellier, sur le musée languedocien. Musée languedocien, vous regardez les vases de l'Antiquité, vous aurez tout le spectacle de la sexualité depuis l'aube des temps. Avec des animaux, sans animaux, avec... Mais non, mais j'ai rien inventé, c'est pas Rodrigo Garcia non plus, il n'a rien inventé. Vous irez voir Golgotha Picnic, par exemple. Oui, mais je ne me mets pas au premier rang. Oui, pourquoi pas, j'irai le voir. Ça me...
Moi, que l'art transgresse, provoque, c'est son rôle, c'est normal. Sinon, vous aseptisez la vie. La vie, c'est pas aseptisé, ou alors c'est plus la vie. Montpellier va être en capacité bientôt de répondre, le cas échéant, à une proposition de capitale culturelle, quand ça sera posé. Ouais, mais enfin, moi, je cherche pas les médailles. Hein. Non, mais lors de la présentation de Marseille, à Montpellier, vous nous aviez dit que vous seriez... Oui, je vous dis pas non, mais je suis pas obnubilé par ça. Moi, je suis obnubilé par une ville et une agglomération, une métropole, dont l'urbanité fonctionne. Pour moi, c'est la plus belle médaille, celle-là. C'est quand on voit qu'une école, qu'une bibliothèque, une médiathèque fonctionne naturellement, que les gens s'en saisissent, qu'ils l'utilisent, qu'ils vivent avec. Pour moi, c'est la plus belle chose qu'on puisse voir. C'est ce qui anime mon comportement politique. C'est quand ça fonctionne. Quand ça fonctionne en urbanité, pas seulement avec l'urbanisme. C'est-à-dire quand les usages, quand les gens s'approprient les lieux, quand ils font corps avec le milieu dans lequel ils vivent. Ça, ça veut dire qu'on a réussi politiquement. Ça veut dire qu'on est en harmonie avec toutes les structures et la culture des hommes et des femmes qui les pratiquent. Pour moi, c'est la plus belle récompense. Après, s'il faut être candidat, on sera candidat, c'est pas ça le problème. À propos de médiathèque, il y avait un projet il y a longtemps avec Georges Frêche, une médiathèque dans la fac qui devait s'appeler Tolstoï. C'est pas dans la fac, c'est sur la place de la voie domitienne. Sur la place de la voie domitienne face aux grilles Vasarely de l'université Montpellier 3. C'est moi qui ai décidé campus. Donc c'est toujours d'actualité, ça? On va voir avec les finances de l'agglo. Mais on ne peut pas avoir deux bibliothèques juste à côté l'une de l'autre. Je vous rappelle qu'à l'université Paul Valéry, il y a déjà une bibliothèque. Pardon ? Il y a l'Atrium, ils sont en train de reconstruire une bibliothèque. Dans l'Atrium, voilà. L'Atrium, qui est une bibliothèque interuniversitaire qui sera ouverte au public, voilà. Qui est sur le campus de Valéry. L'Atrium a été validé par la commission campus et par Madame Fraisse il y a quelque temps. Enfin, vous connaissez le problème des facs, il suffit d'aller à Émile Zola le dimanche, c'est bourré d'étudiants parce que... Oui, je connais bien le problème des facs, j'ai vu la fusion, comment elle se passait. C'est une fusion partielle entre Montpellier et Montpellier 2. J'ai dit tout le temps que ça ne me satisfaisait pas. Que la fac de médecine, droit, STAPS, odontologie, sciences politiques, se marie avec la faculté des sciences de Montpellier. Je trouve ça bien. Mais elle ne peut pas laisser de côté cette fusion, les lettres et sciences humaines de Paul Valéry. Pour moi, c'est pas abouti. Et elle ne peut pas laisser toutes les structures agro, dont Supagro. Et tout ce qui... Pour en revenir à la fréquentation du dimanche à Émile Zola, on fait le constat que c'est à majorité fréquenté par les étudiants qui justement cherchent... Mais ça, c'est normal. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudra peut-être revoir au niveau des horaires, des heures d'ouverture. Parce qu'avec les 70 000 étudiants, on a besoin de lieux comme cela. Moi, quand l'ancienne bibliothèque de Montpellier se trouvait à la place du musée Fabre actuel, c'est là où moi, je passais le bac. Et Bernard aussi. C'est là qu'on a bossé. Et donc, les bibliothèques, elles sont ouvertes aux étudiants, c'est normal, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pour ça que le milieu universitaire, il faut aussi quelque part le convaincre politiquement de s'ouvrir sur la ville. C'est pour cela que lorsque on ne fait plus la cité du corps humain, mais que l'on propose plusieurs sites muséaux sur la médecine à Montpellier, la pharmacie, les sciences de l'homme, on ouvre le patrimoine universitaire à la ville. Et ça, c'est très important. Justement, à ce propos, la fac de médecine de Paris lève, je crois, oui. Paris 5. Sa collection à Montpellier. Ouais. Vous savez quelque chose? Non, j'ai pas été. Ça se passe entre universités. Moi, j'ai pas été invité à la fête, mais je trouve ça très bien. Je trouve ça bien. Je vous dis un mot sur le musée d'art sacré, Monsieur Gavalda. Parce que, en fait, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Un jour, à mon cabinet, il y a longtemps, je peux le dire, il y a prescription maintenant. J'ai soigné l'évêque de Montpellier à 8h du matin. Et à 9h, je devais soigner Georges Frêche. Et
pour une bricole. Enfin, je devais le recevoir, on ne va pas dire soigner, on va dire recevoir, à mon cabinet. Et l'évêque de Montpellier me dit, vous savez, M. Sorel, on a l'ancien évêché, rue Lallemand, ça serait bien d'y faire un musée d'art sacré. C'était l'époque où je travaillais au Conseil général avec André Vézinet sur la protection des vêtements liturgiques qui se trouvaient dans les sacristies des églises de l'Hérault. Dans les sacristies des églises de l'Hérault, il y a des trésors. Des étoles, des chasubles, des vêtements de Suisse. Les anciens maîtres des cérémonies des églises, tout de rouge vêtus. Et ces étoles, dont celle de Saint-Fulcran à Lodève, sont des étoles du XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc j'ai dit à l'évêque, ça serait bien qu'on puisse, on ne peut pas récupérer tout ce qu'il y a dans les sacristies, mais on peut en récupérer quelques-unes pour montrer symboliquement ce qu'étaient les vêtements liturgiques anciens, qui sont des ornements qui sont extrêmement qui sont uniques en leur genre, avant qu'ils soient détruits, parce que c'est souvent détruit. Il m'a dit c'est une bonne idée, et il me dit ça serait bien d'en faire un musée d'art sacré. Nous, on serait prêt à le laisser à une collectivité, parce que l'évêché vient d'être déplacé sur l'avenue Saint-Lazare, à la Villa Maguelone. Donc j'en ai parlé à Georges Frêche après. Et il m'a dit, comme d'habitude, mais non, mais c'est nul, c'est plus une mauvaise idée. Bon, j'ai dit, tu as dit de conneries, c'est pas grave. Bon. Et l'après-midi, il a fait une conférence de presse. Et il dit, je vais créer un musée d'art sacré. C'est comme ça que s'est bâti le musée d'art sacré. Et le musée d'art sacré aujourd'hui contient, rue Lallemand, les tableaux des anciens évêques de Montpellier, les meubles, le mobilier des anciens évêques, et puis des vêtements liturgiques qui ont été rassemblés là. Mais aujourd'hui, on n'est pas en capacité de faire de ce lieu un musée. Il faudra voir quelle est sa destination, en sachant que le centre Saint-Guillaume, qui est tout à côté, a fait l'objet d'une opération immobilière il y a quelques années, qui a vu la construction de logements privés et de logements sociaux à proximité de la ligne de tram qui venait de se construire. Donc voilà, on est dans cette dynamique-là. Moi, je n'ai pas encore réfléchi sur le musée. Je connais très bien les lieux. C'est Monseigneur de Cabrières qui en était l'auteur, celui qui a ouvert aux viticulteurs en 1907 la cathédrale pour qu'on s'y habite pendant les événements. Voilà ce que je peux en dire. Sur la petite chapelle le petit Sainte-Anne, enfin le futur petit Sainte-Anne, la chapelle des Récollets, le bâtiment, vous allez l'acheter parce qu'il appartient au Conseil général? Oui, ah, oui. Justement, à propos de rapport avec le Conseil général, vous en avez très peu parlé. Est-ce que vous n'avez pas parlé de Pierre Vide, mais vous allez dire... Si, je m'y suis rendu le jour de la journée du patrimoine, où j'ai été accueilli à bras ouverts. J'en profite puisqu'on parle de cette inondation. J'ai reçu récemment un message m'indiquant d'une costumière que comme ce théâtre n'allait pas fonctionner pendant 3 mois, elle allait certainement pas pouvoir renouveler son statut, enfin continuer à être intermittent du spectacle avec des indemnisations. J'en profite pour vous poser la question suivante. C'est à Montpellier qu'a démarré et s'est imposé le mouvement de protestation des intermittents du spectacle. Je me souviens à l'époque, vous nous aviez dit « je suis pour le maintien ». Moi, je les ai soutenus. Très clairement. Non, mais moi, c'est très clair. J'ai fait voter au conseil municipal un vœu de soutien. Je me souviens très Et j'ai même pris la parole sur la scène du théâtre de l'Opéra-Comédie, je crois, en soutien aux intermittents. Je voulais donc vous demander, que pensez-vous actuellement de l'accueil et des réponses qui sont faites aux contestations et aux propositions également des intermittents du spectacle? Je ne vais pas en parler là, c'est trop long. Moi, je vous donne ma position politique. Merci. Ma position politique, c'est que j'ai fait voter un vœu de soutien aux intermittents du spectacle. Voilà. Donc je les soutiens. Vous parlez théâtre, vous parlez musique, vous parlez beaucoup de choses, des arts. Il n'y a pas un mot sur les internationales de la guitare? C'est normal. C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont être... C'est normal, c'est normal. Mais encore?
C'est normal, c'est pas une réponse. On Si, sait pas si, si ça... la réponse c'est normal que je n'ai pas dit un mot des internationales de la guitare. Parce que, est-ce qu'elles seront prolongées, est-ce qu'elles seront supprimées, est-ce qu'elles seront revues? C'est le sens de la question. C'est normal, c'est pas une réponse. C'est ma réponse. Justement, votre cellule à la culture, Cédric de Saint-Jean avait parlé évoqué le désir de faire un festival de musique à Montpellier. Souvent, la question était en lien avec les internationales de la guitare. Est-ce que vous voulez tout faire pour la télévision, est-ce qu'il y a une télévision? Et sinon, est-ce qu'il y a des choses Non, enfin oui, ce qu'a dit Cédric n'est pas faux parce que nous sommes dans la réflexion d'organiser, de réorganiser la proposition culturelle et notamment sur la musique. Donc ce qu'il a dit était tout à fait juste et justifié. Nous sommes dans cette réflexion de faire une proposition culturelle autre en réorganisant les financements. En réorganisant les programmations. En fait, on va faire une proposition culturelle différente. Voilà. Mais il faut nous donner un peu le temps, parce qu'il faut qu'on voit aussi les finances des collectivités qui, vous le savez, sont en piteux état. Pas que nous avons mal géré, mais que la crise fait que les finances de l'État diminuent, que les finances que les collectivités autres se désengagent. Vous avez vu... Moi, je ne vous fais pas de dessin sur l'orchestre. Le Conseil général a levé 500 000 €. Voilà. Donc sur les internationales, vous pensez que vous prononcerez sur Dans les mois qui arrivent. Le festival parle déjà de 20e édition. Oui. C'est un festival qui se prépare un an à l'avance. Oui, mais dans les mois qui arrivent, là. Avant Noël ou tout début de l'année. Vous avez pointé les gouvernances à changer. On vote le budget qu'en février. Vous avez pointé les gouvernances à changer. Si vous ne pointez pas celle-là, c'est qu'elle n'est pas problématique. C'est une bonne question. Vous connaissez mon sentiment sur les internationales de l'État. Donc je ne reculerai pas. Juste une question rapide. Sur l'école des beaux-arts, vous avez parlé de partenariat et puis c'est tout. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire avec cet acteur qui est quand même très discret? Je vais vous dire. Moi, ce que je veux, c'est que l'art contemporain passe aussi par l'école des beaux-arts. Mais ils font des expos, sauf que personne n'y va. Mais c'est pour ça. Il faut qu'on travaille ensemble et travailler en réseau. Avec M. Gossin, avec la présidente Mme Chaz. Tout ce travail-là, moi je vous l'explique, je vous donne les grands axes, les grandes orientations. Après, c'est le rôle de Cédric de Saint-Jean, de Bernard Travier, de mettre tout ça en musique et de l'exposer. Moi, je vous donne les orientations. Je veux une culture populaire qui soit d'excellente qualité et dans la proximité. Je veux que la culture de Montpellier s'adresse à la Méditerranée aussi. C'est une culture méditerranéenne. Et les deux axes fondamentaux vers lesquels la politique culturelle de la ville et de la métropole s'oriente désormais, c'est l'art contemporain et la danse. Un nouveau domaine, et un domaine qui vient de notre histoire, et qui est repérable internationalement. Il y a un domaine théâtral dont on parle peu, c'est le café-théâtre et le théâtre comique à Montpellier. Et les théâtres sont en train de mourir en silence. Je crois savoir qu'on les aide pas beaucoup. Ils sont notamment pas dans le pass culture et le pass Crous. J'ai eu un jour quelqu'un du Crous qui m'a dit que c'était pas vraiment de la culture. Est-ce que vous avez envie de soutenir... C'est pas vrai, au Crous ils disent ça. J'ai eu fait un article un jour, on m'a dit ça. Est-ce que vous avez envie de soutenir ces théâtres qui Mais il faudra voir au coup par coup en fonction des programmations. Moi je suis pas contre, mais je suis pas une tirelire. Je suis pas une tirelire. On peut pas aider tout le monde, surtout dans les conditions actuelles. Par contre, dire que c'est pas de la culture, je suis contre. Mais ça, par contre, c'est les gens populaires vont là-bas. Et du coup, les théâtres ont du mal à... Mais parce que... Non, attendez. Il faut se mettre d'accord sur la définition du peuple. Pour moi, le peuple, c'est tous les citoyens. Donc, le peuple, il va aussi bien au Kawa Théâtre qu'au Théâtre du Hangar quand il vivait, qu'au Théâtre Jean Villard ou qu'ailleurs, ou qu'à l'Opéra Comique. S'il y a des programmes qui peuvent
être utilisable pour un partenariat ville ou métropole, why not? Mais voilà, nous on ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas être partout au niveau des finances publiques. On ne peut pas tout faire. On a des choix à faire. Je ne peux pas me mettre à la place de tout le monde et financer à la place. Justement, à propos des finances, la semaine dernière, M. Travier, à la conférence de presse de 6 mai, a laissé entendre que le tarif du forum était beaucoup trop cher pour les institutions culturelles. Je n'ai pas tout à fait dit ça. Je n'ai pas dit tout à fait ça. Non, il a constaté, L'augmentation. Monsieur Travier a constaté, j'étais pas là mais j'ai tout contrôlé après. Monsieur Travier a indiqué que cela représentait un poids dans les finances de l'institution. C'est vrai, on ne va pas se voiler la face. Mais c'est comme ça, ce sont des décisions qui ont été prises par les collectivités et qui participent aux équilibres de toutes les structures. Après, faut-il modifier ces équilibres? Parce que la question, elle est là. Oui, certainement. Encore faut-il assumer la gouvernance de ces institutions. Parce que sinon, vous êtes cocu et vous payez la chambre. Ben oui. Donc, ce sont des rapports de force, là, vous le comprenez. Hein. Il y a pas, là, il y a la politique qui entre en jeu, les institutions, parce que ce sont des institutions qui sont gérées par plusieurs collectivités. Donc, il y a des rapports de force qui s'installent. Justement, à propos du Silomène, est-ce que vous pouvez préciser les raisons de ce changement de gouvernance? Parce que la victoire gît dans le mouvement. Parce qu'il faut se renouveler pour avancer. C'est l'histoire de l'humanité, ça. L'histoire de l'humanité. Sur l'orchestre, je reviens 2 secondes sur l'orchestre. Un des reproches qui était formulé à l'époque par la région, qui est toujours un peu d'actualité, c'est le fait que l'orchestre ne joue pas assez en région. Ce à quoi l'orchestre a répondu qu'il n'y avait pas toujours des lieux adaptés pour recevoir l'orchestre. Est-ce que demain, avec la fusion des régions, quid de l'orchestre, est-ce que ça aura une raison d'être? Écoutez, je comprends la question, parce que là, dessous, ce qui n'est pas dit, c'est la chose suivante. C'est, est-ce que vous pensez qu'il faut un orchestre à Toulouse et à Montpellier? Et moi, je ne réponds pas à cette question, parce que pour moi, elle ne se pose pas aujourd'hui. Moi, je veux sauver l'orchestre de Montpellier. Donc, il faut que l'orchestre se donne les moyens en interne de pouvoir assurer sa vivification. Non, ça n'existe pas. Ça survit. Ça survit. Merci. Voilà. Après, dans le cadre de la grande région, les partenariats, je vois plus ça comme des partenariats que comme des fusions, hein, en termes de structure culturelle. Sinon, on va perdre toute l'économie qui est liée à la culture. Parce qu'au-delà de tout ça, il y a des emplois, il y a des familles, il y a de l'économique. Et le but, dans ce programme-là, c'est de préserver le tissu économique. Parce qu'il n'y a pas... Dans ce programme-là, vous le verrez, c'est faire mieux avec moins, mais mettre en cohérence, définir une politique avec des axes cohérents, mais il n'y a pas beaucoup de coupes sombres dans les structures. On annonce un grand chef, Michael Schoenwandt, pour cet orchestre qui joue pour la première fois, enfin qui sera présenté comme tel, paraît-il, le vendredi. Mais compte tenu de la situation, est-ce que cette nomination reste valable? Par contre, je répète, l'orchestre dans sa forme actuelle, il n'est pas viable sur un moyen terme. Donc il faut le réformer. Voilà. La culture est faite de transgressions. Vous parliez tout à l'heure de Rodrigo Garcia. L'édition fait partie de la culture et la presse culturelle aussi. Est-ce que vous allez soutenir aussi la presse et l'édition? Est-ce que vous avez des projets dans ce sens? L'édition, on la soutient un peu à la ville de Montpellier, notamment sur la poésie. On la soutient aussi sur certaines éditions et des catalogues. Mais on n'a pas de ligne particulière pour éditer ça. Après, sur la presse, il faut voir. Moi, voilà, on verra ça. Montpellier est une ville festive et jeune.
je pense que les bistrots sont aussi une tradition méditerranéenne. Il y en a beaucoup qui accueillent des musiciens. Souvent, ce sont des jeunes musiciens qui débutent, qui sont très talentueux, qui par la suite peuvent faire de jolies carrières même. Et ça pose quand même des problèmes au niveau de l'insertion dans le quartier, avec l'environnement, etc. Les plaintes qui sont posées à cause du bruit. Est-ce que la ville peut intervenir pour créer un petit peu de coordination et de jouer des médiateurs peut-être, pour que ça continue à vivre? Non mais voilà, vous posez exactement la question qui est difficile, parce que d'un côté il y a la tranquillité publique et de l'autre côté il y a la volonté de faire progresser les jeunes et d'innover. Donc c'est un subtil équilibre. Là c'est un peu le rôle des adjoints de quartier, de déminer les problèmes qui pourraient se faire. Nous, avec la police municipale, avec mon cabinet qui est présent, on a pas pour but, la consigne que j'ai donnée, c'est de ne pas aseptiser la ville. Mais lorsque les nuisances sont très importantes, comme pour Tohubohu, 10 cm de tesson de bouteille, par terre, s'il y a un enfant qui tombe, il est mort, il se sectionne, je suis obligé d'intervenir. Lorsque Pique-Nique Family, et j'y suis allé, avec mon épouse. On peut me dire ce qu'on veut, moi j'y étais. Tous ceux qui parlent, ils n'y étaient pas. Moi j'y étais. C'est pas Pique-Nique Family que j'en veux, je m'en fous, moi, de Pique-Nique, je leur en veux pas. Mais pas à Grammont, pas dans le parc que nous avons été obligés de refaire totalement, et pas là où on fait les mariages, voilà. Les font ailleurs, ça ne me dérange pas. Vous dites que la danse va sortir de ses murs. Pour l'instant, le renouveau passe par la nomination de Jean-Paul Montanari à la tête de la prochaine ZAC. Oui. Voilà. Mais à part ça, est-ce que ça va passer essentiellement par les institutions pour le renouveau? Parce que pour l'instant, c'est pas très novateur de voir Jean-Paul Montanari jouer son rôle. Oui, c'est pas novateur, mais je vais vous dire, moi quand j'arrive à la tête de la 7e ville de France, et bientôt, et de l'agglomération de 31 communes, vous ne pensez pas que je vais flinguer tout le monde? Non, il ne s'agit pas de flinguer, mais est-ce que ça... Non mais attendez, oui. Par l'institution? Non mais, moi j'ai des finances contraintes. J'ai des acteurs reconnus. J'ai des fonctionnaires. Pour la plupart, il y a 4300 fonctionnaires à la mairie, 1500 à l'agglo, 800 au CCAS. Faites le compte. Et je ne parle pas des structures annexes. Ça fait presque 10 000 personnes qui ont tous des carrières administratives. Moi, j'y vais doucement. J'y vais doucement. Et donc, on peut modifier le cours du paquebot, mais avec subtilité, avec tact. On ne peut pas tout faire en même temps. Ça fait 5 mois que je suis élu, 6 mois. À la ville, 5 mois à l'agglo. Ne me demandez pas de faire ce que d'autres n'ont pas fait en 20 ans. Je fais avec ce que j'ai, ce qui est bien, je le garde, et je le remanie, je le reconfigure, je le recycle. Et ce qui n'est pas bien, je le change. À un moment donné, les artistes qui avaient ouvertement soutenu Jean-Pierre Moore étaient vraiment dans le collimateur. Est-ce que vous avez évolué sur ce sujet? Évoluer, oui et non. J'ai la liste. Mais c'est normal que j'ai la liste. En plus, j'étais adjoint à la culture et c'est moi qui l'ai subventionné. Attendez. Ça ramène à une phrase qu'avait prononcée François Delacroix à une époque, quand on manifestait devant l'agglomération, je ne sais pas s'il a parlé, M. Delacroix, il disait qu'il ne faut jamais mordre la main de celui qui vous nourrit. Est-ce que vous considérez que c'est indu donc, mais je suis mesuré dans mes prises de décision. Je suis très mesuré. Jean-Paul Montanari, il avait signé. Bon. Je ne l'ai pas mis à l'écart. D'autres avaient signé. Ils sont toujours là.
À la fois, quand vous utilisez un vocabulaire du type je flingue, je contrôle tout, je liste, n'avez-vous pas... J'ai pas dit je flingue. J'ai dit le contraire, je vais pas flinguer tout le monde. Ah ouais, non, attendez, ça s'appelle de la désinformation. Hein. Ça fait 6 mois que vous êtes là. Même. Ça s'appelle de la désinformation, ça. C'est grave. Mais ça fait peur quand même. Ah oui, mais moi ce qui me fait peur, c'est que vous soyez capable d'entendre je flingue quand je dis je vais pas flinguer tout le monde. Attendez. Oh. Ça c'est de la désinformation. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je raconte. Pardon? L'une des radios historiques de Montpellier, les Faux-Égarés, qui est en train de mourir dans le silence et l'indifférence. Il y a d'autres radios associatives Nous aidons les radios. Est-ce que vous allez les aider? Mais on les aide déjà. Nous on les aide. On les aide, mais s'ils sont dans la mouise, c'est parce que d'autres les ont quittés. Pas la ville. Eh oui. Ça reste quand même un outil d'intérêt général. J'entends bien. Mais la ville de Montpellier est restée fidèle aux radios associatives. On a une subvention que M. de Saint-Jouan administre dans son enveloppe qui est destinée aux radios associatives et qui est bien présente. Bon, après, si les autres se désengagent, moi je ne peux pas prendre en main tous les désengagements des autres collectivités. C'est pas possible. On a des enveloppes contraintes. Alors justement, à propos de sous, il y a quelque chose qui est beaucoup dans l'air du temps, c'est le mécénat privé. Puisque même le ministère de la Culture organise les jeudis du mécénat privé. Est-ce que vous pourriez inciter ce genre de choses, ce développement Et je pense notamment à la salle Molière, qui est une salle qui est sous-employée parce qu'elle est régie par des contraintes, elle est classée et en même temps elle est difficilement utilisable. Et c'est fort dommage parce que elle fait le dos à l'Opéra Comédie. C'est une salle de 350 places qui mériterait franchement d'être utilisée, j'allais dire, au quotidien. Sur la question du partenariat, moi je suis favorable au partenariat public-privé. Que ce soit en termes de sport, que ce soit en termes de culture. Mais favorable, ça veut dire que vous allez chercher à le développer? S'il y a des boîtes nationales, internationales, qui souhaitent nous aider à financer un festival, à être présentes dans des actions culturelles, je ne suis pas opposé à la chose. Voilà, ça veut dire ça. C'est ma position politique. C'est la même que pour le sport. La même.